Encore plus d'actu, d'innovation, de technologie, d'astuces et de passionnés de jeux dans ce nouveau numéro de Game Station. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous 100% vidéoludique. Backstage, crossover, hard and soft, rassurez-vous, vous allez retrouver toutes vos rubriques dans ce nouveau numéro. Mais avant tout cela, voici le tour d'horizon de l'actualité des jeux vidéo de la semaine. Ce qui n'a pas fallu rater cette semaine, c'est maintenant dans Game Actu et nous commençons par les Game Critic Awards qui viennent de se tenir. Association de 34 rédactions, les Game Critic Awards récompensent chaque année les meilleurs jeux de salon, pas seulement avec la vidéo mais aussi avec la manette. Pour cette édition, l'association a déjà communiqué les résultats et le Sony Last of Us remporte 5 places sur 7. Sony est donc le grand gagnant de ce petit concours de popularité. On reste avec Sony pour dire que Kaz Eri n'est plus le PDG de Sony Computer Entertainment. Avant d'être PDG de Sony Corporation, il était le boss de Sony Computer Entertainment America, puis de Sony Computer Entertainment tout court. Depuis son arrivée dans les années 80 à Sony, puis dans la branche jeux vidéo de Sony, Kaz Eri aura gravi les échelons à une vitesse record, devenant ainsi une fierté pour tous les gamers du monde entier. Dorénavant, Kaz Eri devra malheureusement un peu moins s'attacher aux jeux vidéo et quitte son poste de patron de Sony Computer Entertainment pour se consacrer à son rôle de PDG de Sony Corporation. Et oui, cette semaine, il y a eu aussi les eVirtuals 2012. Le bilan est entièrement positif pour la 4e édition de eVirtuals qui s'est tenue du 23 au 24 mai à Valenciennes en France sous la coprésidence de Pamela Cato et de Molly Kittle. Cette édition a été particulièrement enrichie par la présence de grands constructeurs du monde entier. On poursuit dans les news et direction le Japon cette fois. Pour avoir des nouvelles de Nintendo, le géant japonais vient d'annoncer récemment lors d'une conférence qu'il comptait lancer le 28 juillet prochain en Europe la version plus agrandie de sa console 3DS, avec la capacité d'afficher des images 3D relief sans paire de lunettes. Ce modèle baptisé 3D XL dispose d'un écran 90% de fois plus grand que son prédécesseur et une autonomie de sa batterie encore plus longue. Leader du marché depuis 2011 avec près de 17 millions de consoles vendues, Nintendo n'en est pas à son premier coup d'essai. D'ailleurs, le constructeur japonais annonce la commercialisation très bientôt de la Wii U, venue remplacer la Wii. Encore de la 3D dans cette série de news, cette fois c'est Toshiba qui s'apprête à mettre sur le marché un téléviseur 3D sans lunettes. Baptisé le 55 ZL2, ce téléviseur sera également le tout premier à proposer la résolution Quad Full HD. Bonne nouvelle pour les non-voyants, un concept de lunettes révolutionnaire vient d'être présenté pour leur faciliter la vie ou plutôt la vue. Le designer Zhu Guangzhou vient de présenter une idée excellente. Il s'agit donc des Navigation Glasses, un concept de lunettes par navigation. Les verres comportent des capteurs qui détectent tout ce qui se passe autour de la personne. L'information est alors envoyée en feedback auditif. Ces lunettes fonctionnent comme un sonar qui permet au porteur d'interpréter le monde autour de lui. Navigation Glasses propose un angle de vue à 180 degrés. Décidément, avec la technologie, on aura tout vu. Direction la Lune, Harvest Moon. Le Tale of Town, c'est la toute dernière itération de la célèbre simulation de gestion de ferme. Pour cet épisode, 2 régions sont mises en avant, Konohana aux influences plus orientales et Bluebell plus occidentales. Allez tous pour la ferme. Les fantômes s'invitent également dans cette série de news à travers Ghost Camera, le projet développé par les constructeurs de Project Zero. Il vous faudra en effet prendre des photos pour capturer les fantômes, le tout dans une réalité très augmentée. Ce sont les amoureux de Spider-Man qui seront ravis de l'apprendre. The Amazing Spider-Man est une adaptation jeu vidéo du dernier film Spider-Man avec pour héros Matthew Garfield. Épilogue se déroulant après les événements du film, le jeu célèbre le retour du tisseur de toile en toute liberté dans la ville grâce à une amélioration de système d'exploitation et de combat. Spider-Man est plongé au cœur d'un tout nouveau scénario dans lequel il est encore une fois chargé de protéger les populations de Manhattan. Et on l'espère bientôt à Baby. Et si on remontait le temps pour terminer cette série de news, ce serait possible avec le site Meilleur Civilization qui fait voyager les gamers
dans le temps pendant qu'il s'adonne à la recherche de nouvelles compétitions globales. Le jeu comporte 9 nouvelles civilisations, chacune ordonnée d'un chef, 9 nouvelles merveilles, 3 scénarios originaux, une douzaine d'unités, des bâtiments, des technologies, le tout ajouté pour permettre aux gamers de passer un agréable quart d'heure en jouant. C'était votre petite séance de rattrapage pour toute l'actualité jeux vidéo de la semaine. J'espère que vous avez aimé. Alors on passe à une prochaine étape de cette émission. Et vous savez ce qui suit? C'est le backstage. Let's go! Interactive World Cup à Dubaï. Vous voulez tout savoir sur cette finale internationale? Réponse maintenant. Du 21 au 23 mai s'est déroulée la phase finale de la FIFA Interactive World Cup. Cette année, plus d'1 300 000 joueurs ont participé, soit 500 000 de plus que l'édition 2011. Autant dire que le tournoi comptait le plus grand nombre de joueurs jusqu'alors. Le cadre n'en est pas moindre car c'est dans la ville de Dubaï, notamment au Burj Al Arab, au Jambez et dans le complexe Jumeirah que les meilleurs à FIFA se sont retrouvés. Tout ceci visible pour la première fois en live streaming sur le site officiel de la FIFA et sur YouTube pendant 3 jours de la compétition. Christian Carambeu, membre du groupe technique de la FIFA, était l'ambassadeur de ce tournoi 2012 et nous a donné ses impressions. Là je vois qu'il y a une capacité, il y a un jeu collectif et donc très bien amené, des passes simples, claires et précis et puis des buts et on voit que dans cette Coupe du Monde il y a une pression, je vois des mecs très concentrés, c'est une vraie Coupe du Monde mais je vois qu'en même temps il y a une belle évolution et encore une fois une belle visibilité des fans mais aussi du football et quand on regarde que plus d'1 300 000 qui jouent et d'ailleurs je crois que c'est enregistré comme dans le livre de record le plus grand jeu interactif dans le monde. Ça veut dire qu'il y a une popularité de ce jeu, mais grâce au football qui est déjà populaire, qu'en même temps ce sont des fans qui savent jouer au foot, qui connaissent le foot. Donc quand on regarde le règlement tactique ou technique, on voit qu'ils connaissent parfaitement les joueurs. La récompense, c'est qu'ils peuvent se venir à la prochaine, le prochain événement de Ballon d'Or, de la remise des Ballons d'Or, où là, le gagnant pourrait être assis à côté des Messi ou des Ronaldo, etc. Donc là, ils jouent à ce jeu-là, mais le rêve après c'est de pouvoir toucher les vrais joueurs, de manger avec eux, de discuter avec eux. Dès les premières rencontres en phase de poule, la pression était déjà palpable, les matchs étaient très disputés et le suspense durait jusqu'à la dernière minute de jeu, voire jusqu'au dernier match. Je suis arrivé au championnat du monde puisque j'ai fini numéro 1 mondial sur la saison 3 sur 6 en online. Voilà, jusqu'à là j'étais bien, je passe premier de ma poule, juste avant le dernier match. Puis ensuite, tout bascule, mes deux adversaires gagnent de leur côté, donc je me fais éliminer malgré le petit but d'Oglavarch qui aurait pu jouer. Mais le niveau en effet était très relevé, puisque parmi les qualifiés pour les quarts se trouvaient 3 anciens champions du monde, dont le français Bruce Granek, vainqueur en 2009. Alors phase de poule très compliquée, ça se jouait jusqu'à la dernière minute, parce qu'on était en fait 3 à 8 points, et sachant que c'est les deux qui passent, on était 3 à 8 points au dernier match. Donc moi, l'autre français malheureusement était dans la même poule et aussi malheureusement on passe pas tous les deux, lui il est éliminé parce qu'il a perdu son dernier match. Et puis avec aussi un Saoudien et donc je finis premier au goal à virage donc devant le Saoudien. Donc c'était très compliqué, ça se jouait jusqu'à la dernière minute. C'est super chaud le niveau donc ça va être encore pire. Tu regardes les deux premiers de chaque poule, c'est que du lourd donc quoi qu'il arrive ce sera que des matchs très durs. Enfin on va prendre match par match et puis voilà, déjà top 8 c'est déjà bien, puis si on peut passer le quart et aller un peu plus loin ce serait pas mal aussi. En attendant le prochain tour, un tirage au sort des 8 qualifiés est réalisé au sommet de la plus haute tour du monde, j'ai nommé le Burj Khalifa. La dernière journée commence en détente, avec des rencontres sur le terrain en compagnie de l'invité Luca Toni et Christian Carambeu. Après un repos bien mérité, retour vers les quarts de finale musclés où les joueurs vont mettre leur nerfs à rude épreuve. Face aux Français, le champion en titre Francisco Cruz craque et provoque la faute dans la surface. Bruce Granek ouvre le score sur penalty, 1-0. Le score ne changera pas, Bruce décroche sa qualification pour les demi-finales. Le premier à se hisser en finale est l'Espagnol Alfonso Ramos. Il remporte sans problème 2-0 face à l'Allemand Wallin.
autour de Granek et Guastella de se disputer la place en finale. Concentré, efficace, surnommé La Machine, Bruce inscrit 2 buts en première période et conserve ce score jusqu'à la fin du match. Le rêve d'être un nouveau champion se précise de plus en plus pour Bruce. La finale de la FIFA Interactive World Cup opposa donc le français Bruce Granek à l'espagnol Alfonso Ramos Cuevas. Ce match ultime a été serré comme aucune autre finale auparavant. À la fin du temps réglementaire et des prolongations, le score était toujours de 0-0. La tension ne s'est jamais relâchée, mais c'est finalement la terrible séance de pénalty qui départagera les champions. Chaque tir a tenu le public en haleine jusqu'au dernier pénalty arrêté par l'Espagnol. Ramos gagne, c'est le champion 2012. En un instant, il devient le premier joueur à remporter 2 fois la compétition. Il repart avec 20 000 $ et une place pour aller voir la cérémonie du Ballon d'Or. La 3e place ira à l'Allemand Wallin. Quant à Bruce, il garde la tête haute tel un vice-champion, malgré la déception. Je me sens à la fois déçu et content parce que je vais quand même en finale, je finis 2e, mais bon. Perdre sur les pénaux, c'est dur parce que c'est un peu pile ou face. J'aurais préféré perdre autrement dans le jeu en prenant 1 ou 2 buts et voilà. En tout cas, on essaiera de se requalifier, même si c'est compliqué. Après 3 journées étonnantes à Dubaï, la FIWC 2012 s'achève. On retiendra le beau parcours des Français qui nous ont fait rêver, le bon esprit des compétiteurs et la victoire d'Alfonso Ramos. Bientôt sortira FIFA 13, la prochaine édition sera certainement encore plus incroyable. En tout cas, nous l'attendons avec patience. Rien à dire, la finale du FIFA World Cup Interactive, c'était le pied. En plus d'avoir rencontré Christian Carambeu, le gagnant est reparti avec $1 million. C'est sûr, on ira tous à la prochaine finale du FIFA Interactive World Cup. Nous sommes dans le crossover. Après le succès de Sonic Generation lors du dernier E3, couplé de son 20e anniversaire, on a décidé de vous reproposer les secrets de son dernier opus, bien évidemment avec son développeur Takashi. On se l'écoute. On ne dirait pas comme ça, mais cette année, Sonic fête ses 20 ans d'existence. Né le 23 juin 1991 sur Master System, notre hérisson bleu est devenu rapidement la mascotte de la marque Sega, qui cherchait un rival au Mario de Nintendo. En déplacement dans la capitale catalane afin de superviser les doublages espagnols des cinématiques dans le jeu, Takashi Iizuka, le patron de la Sonic Team, était enthousiaste à l'idée de nous parler de ce Sonic Generation. Le fil rouge de notre histoire dans Sonic Generation est dicté par la présence d'un nouveau Némésis mystérieux qui a complètement chamboulé le temps et l'espace. Et à cause de ce nouvel ennemi, le Sonic d'aujourd'hui est envoyé dans le passé et doit allier ses forces au Sonic classique, celui du passé, afin de redonner au monde les couleurs qu'il a perdues et restaurer l'équilibre du temps et de l'espace. L'élément majeur pour faire de bons jeux Sonic réside dans les sensations de vitesse que le joueur doit ressentir dans le jeu. Seulement si on se focalise uniquement sur la vitesse, on aura droit à un jeu de course. Donc il est important d'apporter d'autres éléments nouveaux si possible. Dans Sonic Generation, les seuls personnages jouables sont Sonic classique et Sonic moderne. Mais étant donné que ce jeu a été développé pour fêter les 20 ans de Sonic, soyez sûr que des amis de Sonic auront eux aussi une part importante à jouer dans l'histoire. Vous pourrez apercevoir des personnages comme Tails, Knuckles, Shadow et bien d'autres encore. Ils seront introduits dans le jeu soit par cinématique, soit dans le jeu directement, mais ne seront que des guest stars. On espère ainsi faire plaisir aux fans de la série. Avec Sonic Generation, nous avons fait attention de garder l'essence même des différents épisodes de Sonic. Pour que tous les fans de Sonic soient satisfaits de cet épisode anniversaire. On veut être sûr que ces derniers puissent célébrer les 20 ans de leur mascotte avec nous.
À présent, cher ami Game Addict, nous allons passer à quelque chose de hard et après à quelque chose de soft. Vous savez bien évidemment de quoi je parle, le hard and soft. L'iPad, vous le voyez partout, il est avec nous. Décryptage aujourd'hui de cet appareil devenu presque indispensable dans le quotidien de toute l'humanité. L'iPad est une tablette développée par Apple. Il s'oriente essentiellement vers des médias comme les livres, les journaux, les films, les jeux et surtout Internet pour la recherche et pour la consultation des mails. L'iPad possède le même système d'exploitation que l'iPhone ou l'iPod Touch, soit iOS.5 pour iPad, depuis le 12 octobre 2011, le mettant ainsi à niveau, lui qui possédait une version 3.2. L'iPad peut aussi bien exécuter des applications spécifiques à sa plateforme que celles développées pour l'iPhone ou l'iPod Touch. Sans modification logicielle, ces applications, à l'instar des deux autres appareils, sont téléchargeables sur App Store. À l'image de l'iPhone et de l'iPod Touch, l'iPad dispose d'un écran multipoint sensible à un total de 11 doigts, contrairement à d'anciennes tablettes qui utilisaient le système du stylet qui déclenchait le mécanisme sensible. L'iPad utilise une connexion Wi-Fi présente dans les modèles Wi-Fi et Wi-Fi plus 3G+, ou une connexion 3G, le tout pour télécharger, naviguer, envoyer ou installer des applications. Le câble USB 2.0 fourni est nécessaire pour la synchronisation des données avec iTunes sur un ordinateur personnel. L'écran tactile de l'iPad est un écran à cristaux liquides multipoint de 25 cm de diagonale, soit 9,7 pouces d'une définition de 2048 x 1536 pixels. Cet écran est revêtu d'une couche oléophobique contre les traces des doigts et d'un verre contre les rayures. L'écran répond à deux capteurs. Un capteur de luminosité ambiante pour ajuster la luminosité de l'écran et un accéléromètre de 3 axes d'orientation pour basculer l'iPad en mode paysage ou portrait. En ce qui concerne la connectivité, l'iPad utilise la connexion Wi-Fi Skyhook Wireless pour fournir des informations de géolocalisation pour des applications comme Google Maps. Et pour terminer, il faut retenir que l'iPad possède un haut-parleur monophonique, une batterie interne rechargeable au lithium polymère et qui peut être commercialisée avec 3 options de stockage, 16, 32 et 60 Go. On referme les portes du hard avec une pensée spéciale pour Steve Jobs, concepteur de l'iPad disparu cette année. Et tout de suite, voici le soft. Cette semaine, dans le soft, nous repassons en mode Fallout 3, l'un des plus grands jeux de stratégie de l'univers du gaming, avec Emmanuel Mantilla, passionné de ce jeu qui nous replonge dans son univers stressant et chaotique. Bonsoir à tous, je suis Emmanuel Mantilla, développeur web, étudiant et formateur en culture numérique. Je viens vous parler de la série de jeux Fallout. Fallout, c'est ce qu'on appelle des action RPG. Les action RPG, ce sont des jeux de rôle qui sont plus orientés action. C'est-à-dire qu'on verra le monstre face à nous au lieu de le retrouver dans une map aléatoire comme dans la série de Final Fantasy par exemple. Dans les action RPG célèbres, vous avez The Legend of Zelda et même la série Fallout de Bethesda Software. À l'origine, on retrouvait la série Fallout exclusivement sur PC. Elle était produite alors par Black Isle Studio. Maintenant, avec le rachat de cette société par Bethesda Software, on retrouve maintenant Fallout partout. Et aussi bien sur les consoles de nouvelle génération que celles de la génération précédente, c'est-à-dire la PS2, la PS3, la Xbox 360 et même sur PC toujours. La mécanique du jeu s'inscrit dans une optique de survie parce que dans ce jeu, le monde a subi une grosse catastrophe. Il y a eu une guerre nucléaire et la plupart du panorama a été ravagé par les bombes et les radiations. Donc le joueur se retrouve isolé dans ce monde dévasté et tente de survivre. On peut retrouver dans le jeu divers villages ou groupements humains qui peuvent nous apporter de l'aide, des médicaments, de la nourriture ou même de la réparation pour nos équipements. Parce qu'en fait, dans Fallout, tout s'abîme sur soi. Les vêtements, l'armement, la nourriture pourrie. En fait, c'est la vraie vie qu'on a reproduit dans un cadre de crise. La dernière mouture de Fallout est Fallout New Vegas sur PC, Xbox 360 et PS3. Mais courant 2011, on a eu l'incroyable surprise, nous fans de Fallout, de nous apprendre qu'on aura une version online de Fallout. On sera des millions à explorer les terres dévastées, à suivre tous ensemble dans un esprit de solidarité. Parce que c'est la solidarité qui sera le ciment du jeu, comme l'a annoncé l'éditeur. Je suis amateur de littérature fantastique et de science-fiction. Et dans Fallout, on retrouve une bonne part de ce genre, de ces univers. On retrouve du Mad Max, on retrouve du rétro-futuriste et tout. De plus, Fallout est desservi par un excellent scénario.
On incarne un habitant d'abri antinucléaire qui a survécu à la catastrophe et qui ressort dans un monde totalement dévasté. On apprend à revivre selon différentes règles. En fait, c'est une sorte de réconciliation avec le monde qu'on est en train d'opérer. Les gens réagissent de façon différente selon qu'on aborde une posture amicale ou carrément agressive envers eux. Et le système d'expérience est vraiment novateur. Parce qu'on a ce qu'on appelle dans Fallout des points de karma. Si on est gentil envers une personne, on aura un choix de dialogue différent avec la personne. On pourra faire des actions différentes avec la personne. Qu'on soit bon ou mauvais, le scénario influe selon nous. Et on se retrouve à la fin avec près de 200 fins différentes dans Fallout. Il n'y a pas de fin bonne, il n'y a pas de fin mauvaise. Il y a une fin en fonction du karma qu'on a adopté au cours du jeu. Fallout a été une expérience riche pour moi. Je suis gros consommateur de jeux, mais la profondeur de Fallout, la qualité de la musique, parce que je suis amateur de jazz des années 30, m'ont carrément édifié. C'est vraiment intéressant de marcher tout seul dans le désert en écoutant du Billie Holiday ou quelques morceaux de Inkspot. C'est vraiment superbe. Et puis les graphismes sont détaillés, certes pas pour les 2 premières moutures, mais à partir de Fallout 3, on a le moteur graphique de Oblivion, qui est un excellent moteur graphique. C'est vraiment superbe de se promener dans Washington DC dévasté et de voir le soleil se lever au fond. On n'a vraiment pas besoin d'avoir une bête de course, comme on dit, une super machine, une machine de gamer pour jouer à Fallout. Les premières moutures de Fallout sont sorties en 1995 pour le 1 et 97 pour le 2. Et ça ne demande vraiment pas beaucoup de puissance pour lancer. Avec un P2 ou un P3, on peut facilement lancer Fallout 1 ou 2. En revanche, à partir du 3, comme je l'ai dit, j'utilise le moteur d'Oblivion, il faudra avoir une machine moyennement puissante. C'est-à-dire au moins 4 Go de RAM, une carte graphique de 512 et puis au moins 10 Go d'espace disque libre pour Fallout. Et je vous conseille d'utiliser Windows 7 ou Windows Vista pour les plus réticents, mais surtout pas Windows XP, il y a trop de bugs. Il n'y a pas vraiment de conseils ou d'astuces que je pourrais vous donner dans votre façon de jouer à Fallout, parce que c'est vraiment très ouvert. Mais si vous, comme moi, vous aimez jouer plutôt avec un karma positif, c'est-à-dire vous aimez aider les gens et tout, je vous conseillerais de plutôt opter pour la voie du dialogue. Ça vous permet d'économiser des balles et puis ça vous permet d'avoir de l'assistance pendant que vous êtes dans une situation difficile. Et ça vaut vraiment plus qu'une balle. C'est super important et ça n'a pas de prix. Pour parler de ce que Fallout m'a apporté, je dirais que déjà même Fallout a inspiré une bonne partie de la culture populaire aux États-Unis, en Europe et même en Afrique. Parce que vous ne le savez pas, quand vous jouez un jeu vidéo et quand vous parlez de perks ou bien de points de karma, de gentillesse ou de méchanceté, ça vient de Fallout en fait. C'est eux qui ont innové avec ce système. De plus, je ne pourrais pas vraiment classer Fallout par rapport aux jeux qu'on a l'habitude de retrouver ici au pays. Mais si je dois lui donner une note, ce serait invariablement une 18 sur 20 pour toute la série. Parce que Fallout, c'est comme le dit son concepteur, c'est Fallout, on ne peut pas le classer par rapport à autre chose. C'est un excellent jeu d'aventure, c'est un excellent jeu de tactique et puis il vous apprendra les rudiments de la vie en milieu sauvage. Merci Emmanuel, on a bien pris note et surtout on a aimé la musique comme toi. À tous les amoureux, tous les fans de Fallout 3, bonne aventure. Ça y est, GameStation, c'est déjà terminé, et oui, mais heureusement on peut se retrouver encore la semaine prochaine pour de nouvelles aventures 100% vidéoludiques. D'ici là, tous à vos manettes et go!